Si je vous dis tirailleurs sénégalais, vous pensez à... C'est un déjeuner, Un goûter délicieux, banania. banania, banania, Il y a bon. banania, Banania. 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 Ça m'étonne même pas. Y a bon, banania. Ça va, à la ferme. Non, si je vous en parle, c'est parce qu'il y a un mythe qui circule aujourd'hui à propos de soldats africains qu'on aurait utilisés comme chair à canon pendant la Première Guerre mondiale. Eh bien, c'est faux, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, revenons un peu sur les origines de ce qu'on appelle communément les tirailleurs sénégalais. Alors il faut préciser tout d'abord qu'ils ne sont pas forcément sénégalais, on les recrute dans toute l'Afrique noire, et le terme sénégalais vient du fait que le premier régiment a justement été créé au Sénégal sur un décret de Napoléon III en 1857. Ils ont tout d'abord appartenu aux troupes de marine avant d'intégrer l'armée coloniale en 1900 à sa création. A noter que l'armée coloniale n'est pas composée que d'étrangers et compte de nombreux métropolitains parmi ses rangs, ça n'a juste rien à voir. Donc nos tirailleurs sénégalais... La France, elle a envoyé des tirailleurs sénégalais. Ah non, pas Harry Potter, Les tirailleurs sénégalais furent d'une extrême fidélité à l'Empire colonial même après la guerre. Léopold Sédar Senghor les surnommera d'ailleurs les dogues noirs de l'Empire. En 1910, le lieutenant-colonel Charles Mangin, dans son livre La Force Noire, se dit « Tiens, la natalité européenne est en baisse, on a un empire colonial à défendre, il nous faut une force noire digne de ce nom. » Et lorsqu'arrive le premier conflit mondial, il sera écouté, et de 180 à 200 000 tirailleurs sénégalais Les tirailleurs sénégalais. serviront sous le drapeau français, dont environ 130 000 sur le sol européen. Sur le sol européen, pour servir de chair à canon. Bah non, connard, c'est ce que je suis en train de t'expliquer là. Alors première chose à savoir, les régiments de tirailleurs sénégalais... Les tirailleurs sénégalais. Non mais sérieusement, qu'on fasse taire cet homme quoi. Merci. Je disais, à l'époque, les régiments de tirailleurs sénégalais étaient mixtes. Mixtes, c'est-à-dire que les unités étaient mélangées entre bataillons africains et européens. Les Africains étaient rarement employés seuls. Et lorsque ce fut le cas, c'était pour des raisons stratégiques, liées à leur qualité guerrière et non à leur infériorité humaine. À partir de là, comment est-ce qu'on peut dire qu'on les envoyait au casse-pipe parce qu'ils étaient noirs? C'est ridicule. Voilà, il n'est plus là. Vous ne me croyez pas? Parlons chiffres alors, même si là encore l'exercice est un peu compliqué. Étant donné que la plupart de ces hommes n'avaient pas d'état civil, donner un chiffre précis du nombre de tués et même juste du nombre d'engagés, ça relève presque de l'impossible. L'historien Jacques Frémiot, dans son livre « Les colonies et la Grande Guerre », que je n'ai pas mais que je vais faire semblant d'avoir grâce à un habile montage, voilà, parle de 30 000 pertes chez les troupes noires. Pascal Blanchard, dans « Culture coloniale, la France conquise par son empire », parle de 25 000 pertes mais fixe le nombre de troupes engagées à 180 000, ce qui nous fait un taux de perte de 13,8%, ce qui est trop peu pour être véridique. Mais là encore c'est compliqué parce qu'il est déjà difficile de donner des chiffres précis, mais là il faut en plus distinguer les soldats des travailleurs. Pour Marc Michel, le taux de perte chez les soldats de l'Afrique noire est de 21,6 à 22,4%. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de savoir si le taux de perte chez les Africains était supérieur ou non à celui des métropolitains. Et c'est ce qu'a fait Julie Dandurin dans un récent numéro du magazine Guerre et Histoire. Elle fixe le taux de perte des troupes noires à 21,5%, ce qui rejoint un peu les nombres donnés par Marc Michel, ce qui est en dessous du taux de perte chez les métropolitains qui lui est à 23%. Tout ça pour dire que bon, niveau chair à canon, on a vu mieux quoi. Use up the Irish. The dead cost nothing. Julie Dandurin rappelle que dès 1915, des mesures protectrices ont même été prises à l'égard des Africains qui souffraient durement du froid. Des camps d'hivernage ont même été installés pour les éloigner du froid pendant l'hiver. D'ailleurs, elle nous dit même qu'à y regarder de plus près, les tirailleurs sénégalais sont au moins autant atteints par les maladies pulmonaires que par les balles. Et surtout, il faut rappeler que si les troupes noires avaient été envoyées en première ligne, volontairement, on aurait retrouvé des directives de cela, mais aucune n'a été retrouvée à ce jour. Dans un récent entretien à Jean-Dominique Mercier, l'historien Jean-Jacques Becker a lui aussi qualifié de légende l'utilisation des troupes noires comme chair à canon.
Après bien sûr, on peut aussi parler de certains recrutements forcés, des problèmes d'acclimatation, des conditions sanitaires dans les camps d'hivernage, des promesses non tenues. Ok, ça on peut en parler, bien que là aussi il y aurait encore beaucoup à dire. Mais parler de chair à canon quand on parle des troupes noires, surtout pendant la Première Guerre mondiale, c'est juste malhonnête. C'est d'ailleurs cette relative égalité devant la fureur de la guerre qui créera tant de fraternisation entre Africains et métropolitains. Je rappelle que les troupes africaines, notamment d'Afrique du Nord, font partie des régiments les plus décorés de l'armée française. Ils se sont brillamment et courageusement battus à la bataille d'Ypres en 1914, à la prise du fort de Douaumont en octobre 1916, lors de la bataille de Verdun, au chemin des Dames en avril 1917, où ils subirent de lourdes pertes, le quart de leur perte totale pendant la guerre, et aussi à Reims en 1918. Pendant ce temps-là, dans le camp d'en face, c'était autre chose. Attention! Je vais me fâchir! Tiens, là on peut en parler. Pendant toute la durée du conflit, la propagande allemande s'est déchaînée contre les troupes noires de l'armée française. L'Allemagne accusera la France d'avoir recours à des barbares pour gagner la guerre, et Adolf Hitler parlera de pollution et de négrification du pur sang français. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, l'armée allemande se rendra coupable de nombreux crimes de guerre contre les Noirs de l'armée française, comme à Chasselet près de Lyon. Avant d'en terminer, je voudrais juste revenir un peu sur la boîte de chocolat Banania, avec sa devise « Ya bon » qu'on a souvent qualifiée de méprisante et de raciste, alors qu'en fait pas du tout. En 1916, un petit manuel paraît à l'attention des officiers de l'armée française, intitulé « Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais ». Ce qu'il faut savoir, c'est que entre leur langue d'origine et la langue française, les tirailleurs sénégalais se sont parfois un peu bricolés une langue pour se faire comprendre. Et ce manuel cherchait justement à tenter de déchiffrer cette langue et de l'expliquer aux officiers pour qu'ils puissent communiquer directement avec leurs soldats africains. Cette langue a même un nom, on l'a appelé le petit nègre ou le français tirailleur ou encore le français tiraillou. Les officiers ont donc pu découvrir par exemple que les verbes être et devoir n'existaient pas dans le vocabulaire indigène. Pour dire je suis malade, le tirailleur disait moi y en a maladie. Le verbe devoir était remplacé par y a besoin et le verbe pouvoir par y a moyen. Certaines expressions pouvaient aussi porter à confusion. Par exemple, l'officier apprenait qu'il ne devait pas dire à un soldat indigène pour lui demander s'il était prêt « toi y en a prêt » parce que le soldat comprenait « as-tu eu ton prêt, ta solde ?» L'officier devait dire « toi y en a paré ». On voit donc ici que le slogan « ya bon » utilisé par Banania est tiré directement de cette langue née dans les tranchées et ne cherche pas à ridiculiser le tirailleur présent sur la boîte. Après, concernant l'image de grands enfants un peu niais que les Français en avaient, elle est justement due à ce langage un peu simpliste qu'ils employaient. Les Français avaient l'impression de s'adresser à de grands enfants, qu'ils n'étaient pas, car un enfant ne peut pas s'élancer en dehors de la tranchée, son coupe-coupe à la main pour aller tailler de la rondelle de Bosch. Enfin, jusqu'à preuve du contraire. Pour ceux que ça intéresse, un monument à la gloire de l'armée noire a été érigé dans la ville de Reims. Il a été construit en 1924, puis détruit par les Allemands pendant l'occupation. Ah oui, toujours les mêmes. Un monument différent a été reconstruit dans les années 60, mais depuis 2013, l'original a enfin été reconstruit en bronze avec un socle différent toutefois, et il trône toujours sur la place de Champagne à Reims. Pour conclure, disons seulement qu'à nos chers tirailleurs sénégalais, nous ne leur portons ni haine primaire, ni adoration exagérée, seulement le respect qu'on doit à un frère d'armes. Pour moi, monsieur, rien n'égalait les tirailleurs sénégalais qui mouraient tous pour la patrie, au temps béni des colonies. Moi, monsieur, j'ai fait la colo, Dakar, Conakry, Bamako. Moi, monsieur, j'ai eu la belle vie, au temps béni des colonies. Les guerriers m'appelaient grand chef, au temps glorieux de la WEF. J'avais des filles